De retour dans Analysis, on va parler à présent d'Harry Chalus et on va se poser la question de son entrée au gouvernement. On va parler également du score d'Emmanuel Macron en Guadeloupe et puis bien évidemment de celui de Marine Le Pen. Harry Chalus, Georges Calixte, est-il en route pour le gouvernement? Ce qu'on sait, c'est qu'il y aura un gouvernement de toute façon resserré. Et d'autre part, qu'Harry Chalus a été l'un des premiers à, en tout cas, soutenir en Outre-mer Emmanuel Macron, dont il était le représentant Outre-mer. Donc, il était d'ailleurs, juste avant la semaine, le lundi après le premier tour, il était à proximité d'Emmanuel Macron. Ah, il était au premier rang au meeting. Il était au premier rang. Ça veut donc dire que, sur le plan de la probabilité, vous me direz Ségolène Royal aussi. Oui, mais incontestablement, lui, Harry Chalus, parmi les représentants d'Outre-mer, il est beaucoup plus proche d'Emmanuel Macron, objectivement, et puis y compris sur certaines idées. Maintenant, il faut qu'il se pose également deux questions. Il vient d'être élu à la région. Ça fait 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi. Quelle est donc l'opportunité de quitter, d'autant plus qu'on a eu l'expérience Victorin Lurel, qui est parti au gouvernement et qui, lorsqu'il est revenu, n'a jamais pu reprendre pied correctement. Donc, ma foi, je crois qu'il y a un compromis à trouver et je préfère lui laisser la responsabilité de le faire. S'il y va, à quel poste? Alors, il s'est dit intéressé soit par des problématiques liées à l'outre-mer, mais qui prendraient corps au sein de l'action d'un secrétariat d'État ou éventuellement d'un ministère nouveau ou inédit. Bon, il y a beaucoup à faire, hein, au niveau de l'outre-mer, la biodiversité, tout ce qui. Il a parlé de la sécurité aussi. L'économie verte et bleue, hein. L'économie verte et bleue, tout à fait de la croissance verte et bleue. Il a dit aussi qu'il était intéressé par les sports et on sent vraiment qu'il y a là sur l'antenne d'RCI une grosse envie et ça serait, ma foi, intéressant parce que nous avons quand même énormément de dossiers qui pourraient être par ce biais-là défendus. Et je crois qu'il faut effectivement, au-delà de Harry Chalus, ministre ou secrétaire d'État, il faut surtout regarder la possibilité pour notre département, pour les Outre-mer de façon plus large, d'avoir la possibilité d'être au cœur du pouvoir. Et c'est ça qui va déterminer Harry Chalus ou pas. Étant entendu qu'on l'évoquait avec Vincent, il y a une jurisprudence Le Drian, qui est président de région et ministre de la Défense, deux postes très occupants et c'était avec l'ancienne présidence, hein. Très bien occupé, pardon. C'était avec l'ancienne présidence. Oui, avec l'ancienne présidence, François Hollande, tout à fait. Donc tout est possible, mais il est vrai que, comme le disait Georges, Harry Chalus s'est énormément démarqué en ayant un soutien fort pour Emmanuel Macron, et Emmanuel Macron a très bien joué le jeu parce que sans forcément, à mon avis, connaître vraiment qui est Harry Chalus, il a tout de suite vu le jackpot. C'est encore un élément de son flair politique et ça lui a rapporté beaucoup de voix. Ça serait un bon calcul pour Harry Chalus d'y aller? Pour Emmanuel Macron peut-être, pour Harry Chalus, je partage l'attentisme de Georges. 1 an et demi à la région simplement. On n'a pas encore fait le bilan de cette période. On n'a pas l'impression que tous les grands chantiers sont lancés? Les grands chantiers ne sont pas encore lancés. Alors, il y a eu 2 bretelles d'autoroute qui sont en fait de routes pour automobiles, qui ont été ouvertes. Mais non, il n'a pas encore de bilan aujourd'hui ici. Il y a certes la jurisprudence Le Drian, mais il y a aussi la jurisprudence Letchimy à Martinique, qui, au besoin de mon nature, s'est retrouvé éjecté par l'ancien président de région. Donc, il devrait faire attention. Alors, les sports, c'est bien. C'est très prenant. Il faut être connu internationalement. N'oublions pas que Paris est ville olympique. En imaginant que... Et Emmanuel Macron s'est prononcé pour cette candidature de Paris. Bien sûr, normal. Donc c'est un gros boulot. Les DOM, ça a plus de sens. Effectivement, il a été représentant. Et puis effectivement, ça a été un des premiers soutiens d'Emmanuel Macron. Et c'est le même positionnement politique, à la fois à gauche et à droite, au-dessus des partis. Au sein du conseil régional, vous avez des personnes DLR, des personnes pratiquement du PS et des personnes du GESR. C'est à peu près ce que va être le gouvernement d'Emmanuel Macron. Donc effectivement, il y a un sens idéologique, il y a une proximité idéologique entre les deux. Maintenant, partir tout de suite au bout de 1 an et demi, là aussi, ça aurait été une expérience qui est fantastique. Ouais. Ministre des Outre-mer, on n'en parle pas, c'est une possibilité? C'est une possibilité. Actuellement, le jeu est ouvert, ce sera ou l'un ou l'autre.
à moins que, alors là c'est une position personnelle, à l'heure actuelle, le souci au niveau du gouvernement, c'est pas tant d'avoir un représentant systématiquement ultramarin qui y fait partie, c'est de pouvoir trouver une forme d'autonomie institutionnelle, en tout cas au niveau de l'outre-mer, pour conférer davantage de pouvoir, y compris de pouvoir d'administration, de pouvoir normatif, sorte de super ministre et de de l'outre-mer. pouvoir politique local. Donc, à la limite, oui, un super ministère, mais avec des pouvoirs locaux renforcés. Et ma foi, on l'a dit, Henri Chalus prenant ce risque, même s'il y a la jurisprudence de fait, on est bien d'accord, Le Drian, tout à fait, c'est quand même un risque qu'il prend. Et de toute façon, il n'est pas possible de mener un ministère des Outre-mer en même temps en assumant des responsabilités locales. Et puis, il faut savoir à qui laisserait la région. Alors, c'est la question qui est intéressante et qui est aussi posée et qui le fera certainement réfléchir. Il y a, on aura des éléments de réponse dans sa jeudi. Majorité, oui, mais il y a dans sa majorité régionale largement de quoi susciter une vague de compétences affirmées pour exercer ce rôle. On n'a pas dit d'appétence. Oui, plutôt. Et voilà, et lié à une fidélité politique bien connue, que ce soit chez nous en Guadeloupe ou ailleurs. Ceci dit, il faut bien voir que un troisième ministre venant de la Guadeloupe, ça commencera à faire beaucoup pour les Outre-mer, et que je suis... C'est pour ça qu'on parle pas mal de Thierry Robert, hein, également. Tout à fait. Et La Réunion. Voilà. Et j'abonde dans le sens de Georges, dans la mesure où on sait qu'effectivement, il y a une politique au-delà d'avoir un représentant qui vienne de chez nous. Il y a une véritable politique à mettre en œuvre pour les Outre-mer et qui va vers une réflexion généralisée sur les statuts. Je crois que le nouveau président s'est engagé, y compris au niveau de la Corse, pour la Guadeloupe ou les autres îles, je ne sais pas exactement ce qu'il en est, mais on semble qu'il va vers ça, vers une vraie centralisation accentuée. De toute façon, c'est le cœur de son projet. En tout cas, est-ce que Henri Chalus sort renforcé 100 000, un peu plus de 100 000 voix lors de ce deuxième tour? Très clairement, c'est pratiquement le seul département. À l'époque, au premier tour, c'est le seul département qui a mis en place Emmanuel Macron en première position. Ça pèse dans la balance, obligatoirement. Bien sûr, mais d'ailleurs, dans le reportage, je ne sais pas si vous avez vu, il a remarqué, Emmanuel Macron, dimanche matin, qu'effectivement, la Guadeloupe l'avait placé déjà en première position. Donc, effectivement, il l'a vu, et factuellement, c'est un président de région ici qui est encore bien élu, qui bénéficie, on l'a vu dans les dernières enquêtes d'opinion, de façon assez bizarre pour nous. Au bout de 1 an et 3 mois, il y avait encore un état de grâce à Henri Chalus. Donc, je suis sûr que Emmanuel Macron en est très conscient, et c'est très bien qu'il faudra compter avec lui, évidemment. Ils se sont choisis tous les deux, Emmanuel Macron et Henri Chalus, ou alors c'est le hasard qui les a mis ensemble? On a bien dit qu'Emmanuel Macron avait bénéficié de beaucoup d'opportunités et de coïncidences favorables, dont effectivement celle-ci d'avoir rencontré Henri Chalus, ce qu'il ne connaissait pas d'ailleurs, et dont ils ont au fur et à mesure eu des rapprochements, je pense à la fois idéologiques, mais également stratégiques, parce que n'oublions pas qu'Emmanuel Macron, c'est pas tant d'avoir Henri Chalus comme ministre qui l'intéresse, c'est de pouvoir implanter le plus possible localement le mouvement Marche, puisque une fois qu'on est élu à la présidence de la République, on ne peut progresser politiquement qu'à condition qu'on ait des élus locaux. Absolument. Et là, il faut commencer par les députés, puisque ce sont ceux qui sont les plus près. Ensuite, il va falloir s'affirmer au niveau des sénatoriales et ensuite enchaîner sur les autres élections locales. Et c'est vrai qu'on se rend compte, alors si effectivement sur la campagne, il y a pu y avoir quelques déceptions par rapport aux classiques fondamentaux qu'on a pour une campagne présidentielle, comme le suggère Georges, il y a un plan qui a été établi, des contacts qui étaient déjà établis aussi avant, parce qu'il y a eu un rapprochement, à mon avis, mutuel et des discussions très franches, à mon avis. Mais il y a un plan qui est en marche et qui vise à structurer de plus en plus derrière Henri Chalus un mouvement, le mouvement En Marche en Guadeloupe. Reste à savoir quelle forme cela va prendre, reste à savoir si ça va prendre tout court. Et ça empêchait également les socialistes de prendre le train en marche. Tout à fait. Oui, et puis peut-être aussi au détriment du GESR, à voir. Ouais. Alors voilà, c'est la bonne question, je ne vais pas jusque-là, mais c'est à voir parce que... ça pourrait faire des mécontents, ça. On peut, oui, absolument, bien sûr. Mais il faut regarder la réalité de la gauche. Déjà, la gauche était monopolistique en Guadeloupe. Il s'aidait entre FEDEPS, quelques divergences. PPDG, GUSR, voilà. Le PPDG et GUSR. Il y avait une entente tacite, et puis finalement, les choses se sont délitées, et
à la sortie de l'élection d'Emmanuel Macron, la situation politique a totalement changé en France hexagonale, l'échiquier, mais aussi donc, un peu en Guadeloupe. Et donc, on va avoir des forces de division qui vont apparaître de plus en plus au sein de la majorité régionale, à mon avis, mais au sein de la gauche guadeloupéenne qui va être reconfigurée. On peut avoir des socialistes qui iront vers Henri Chalus. Alors, il y a une chose quand même. En Marche n'est pas implanté en Guadeloupe. On se recevait Alix Nabajot, il nous parlait de 200 à peu près adhérents. Oui, mais bon, c'est comme les Insoumis. Enfin, les Insoumis, on fait... et on ne paye pas, pour être adhérent. On fait 19% à l'échelon national. En Guadeloupe, il n'y aura aucun député Insoumis, il n'y aura aucun député FN. Alors que, voilà, ça représente quand même pas mal d'électeurs. Donc, il y a une réflexion aussi à avoir. Est-ce que, localement, en tout cas, les hommes forts, dont fait partie Henri Chalus, peuvent se permettre effectivement d'imposer le fait que, bon, voilà, on va rester sous notre étiquette, mais on appuie de façon forte le mouvement En Marche. C'est possible. Il faut pas oublier qu'il y a une absolue nécessité pour Emmanuel Macron d'avoir une majorité éventuellement à l'Assemblée nationale. Il lui faut ses députés. On va y venir. Ouais. Et aujourd'hui, la personne capable de lui apporter ses députés en Guadeloupe, c'est très clairement Henri Chalus. Alors, en plus, sur le plan stratégique, Henri Chalus est président de région. Oui. Il est donc à la tête d'un réseau important. Comme tous les présidents de région, à l'heure actuelle, au moment où la situation est difficile sur le plan financier, il y a un notabilisme local qui s'est installé. Et ce notabilisme local, il en bénéficie. Premier élément. Deuxième élément, il arrive dans un contexte où la droite est la somme de ses individualités et où la gauche, effectivement, n'est pas forcément, le socle de gauche, comme l'a dit Didier, n'est pas aussi solide qu'on pourrait le penser. Donc, il a eu à la fois une opportunité stratégique. Il est un président de la République. Il a un pouvoir de redistribution important qui est la région. Et en plus, localement, il se trouve avec des forces qui sont complètement disloquées. C'est l'occasion jamais de pouvoir, lui, être à la tête d'un grand parti. Donc, on parlait d'un gros score pour Henri Chalus. Ça doit quand même être contrebalancé par les 33 310 voix du Front National. Ça vous fait sourire? Il y en a qui ne sourient pas. En tout cas, c'est quelque chose d'impressionnant pour la Guadeloupe. C'est quelque chose qui est surtout malheureusement dans l'ère du temps politique que l'on vit, mais qui est préoccupant. Pourquoi? Parce que le nombre de voix qu'a réalisé le Front National en Guadeloupe, à mon avis, n'est pas du tout lié à l'héritage politique et des valeurs et des idées que charrie ce parti en France hexagonale. Et je crois que encore plus qu'en France hexagonale, il y a malheureusement tout un électorat en Guadeloupe qui n'a pas pris la mesure de l'offre politique. Alors, on peut y adhérer, bien sûr, mais à condition de la maîtriser. Mais je ne suis pas sûr qu'on la maîtrise réellement. Par contre, il y a une action politique qui est forte et qui doit être entendue, et dont, cette fois-ci, ce sont les intellectuels, les élus, les associatifs, qui n'ont peut-être pas pris la mesure de ce rejet de la République qu'incarne réellement le Front National. C'est la raison pour laquelle je pense que ces 33 000 voix sont une question massive posée à tous les élus en priorité et qu'ils doivent y apporter d'autres solutions que les solutions classiques habituelles de gestion publique que l'on entend. Et on en revient à la question peut-être des statuts ou du rapport à l'Europe, mais ce sont des questions fondamentales. 33 000 voix, c'est énorme, tout simplement. Alors, je m'interroge sur une petite chose quand même. Vous l'aviez vu cette montée? Oui, on l'avait mesuré, mais ce qui est drôle, c'est que les récentes élections régionales, c'était il y a 1 an et demi. Ouais. Il y a 1 an et demi, l'extrême droite au total, la locale comme l'hexagonale, pesait 2,98% de suffrages exprimés, alors qu'il y a eu plus de participation. D'accord? Là, on passe de 2,98%, donc 3%, à 13% au premier tour. C'est une progression massive. Et moi, effectivement, je rejoins l'idée. Je m'interroge sur ce vote-là. Au-delà de savoir qui a voté quoi, c'est pas le but, c'est de savoir pourquoi en 1 an et demi, ce qui a fait qu'en 1 an et demi, on soit passé de 3% à 13%. Je suis persuadé, moi, et c'est peut-être le côté optimiste quand je vois la chose, je suis persuadé que la méconnaissance, effectivement, de l'offre politique des valeurs du FN a fait en sorte que certaines personnes, par rejet de la classe politique, se sont dit, je vais voter pour celle qui rejette aussi le système politique et qui est la plus connue. Sans savoir vraiment ce qu'elle exprimait. Alors, bien évidemment, il y a les relents xénophobes qu'on a ici. On a eu Ibo Simon d'abord, déjà. Mais il faut pas oublier que les partis locaux extrémistes existent et ils sont
très faiblement représentés lors des scrutins où les gens votent en Guadeloupe. Au régional, c'est 55% de participation, 3%. Présidentiel, moins de 50% de participation, 13%. Il faut s'interroger là-dessus. Un vote Marine Le Pen? Alors, je ne pense pas que les électeurs aient opté pour les thèses du Front National. D'ailleurs, il y en a très peu qui les connaissent. Mais voyons bien ce qui se passe actuellement à la Guadeloupe. La Désirade, un électeur sur 2. Par exemple. Tous les mots MAUX de la France sont multipliés par 2 en Outre-mer. Ça veut donc dire que l'Outre-mer ne ressent plus dans la République, en tout cas par rapport à ses règles, des instruments d'égalité. Le vote de Marine Le Pen en France, c'est un vote de défi par rapport à la classe politique, mais en Guadeloupe, c'est un vote de défi par la règle institutionnelle et presque par rapport à la République. Donc, peu importe aux électeurs que Marine Le Pen puisse apparaître comme xénophobe ou avoir des thèses révisionnistes, y compris par rapport à l'esclavage ou par rapport au passé colonial, puisqu'elle n'est pas pour le devoir de mémoire, les électeurs n'ont eu comme moyen politique de manifester leur défi par rapport à la règle républicaine que de voter pour le Front National, ils l'ont fait. Et quand vous discutez avec les Désiradiens qui ont voté, 1 sur 2, mais ils vous le disent très clairement, c'est pas un problème d'immigration, c'est un problème effectivement d'Europe, par exemple, parce qu'ils ne peuvent pas... Les problèmes de la pêche. Les problèmes de la pêche en particulier. Vous constatez que partout où il y a de grandes plantations, Capesterre-Bello, Petit Canal, Saint-François, on retrouve encore le problème de l'immigration. Dans les grandes agglomérations touristiques, le Front National progresse aux abîmes, plus de 4000 voix, mais tout simplement parce que se posent des problèmes d'insécurité et c'est le besoin à la fois d'un État fort, mais surtout d'un État qui puisse être équitable, en tout cas sur à l'outre-mer, une égalité de développement. Allez, on en vient à la... Mais là où Marine Le Pen perdait des voix en France hexagonale, en Guadeloupe, ça a augmenté. Allez, on en vient à la troisième partie tout de suite. La troisième partie, vous l'avez compris, est consacrée donc aux législatives. Et cette question, tiens, je vais vous la poser, Vincent Tacita. Oui. Emmanuel Macron peut-il tout perdre? Non, parce qu'il bénéficie ici, en tout cas, je parle localement, on va voir de façon exactement tout à l'heure. Localement, il bénéficie d'Harry-Chalus, en fait, de l'apport d'Harry-Chalus. Effectivement, il peut bien se sortir. Maintenant, nationalement, ça va être très compliqué. Les LR devaient gagner cette élection. C'était quelque chose qui était écrit. C'était l'élection imperdable. Même si leur image est très écornée aujourd'hui, c'est vrai, il y a les blocs dont parle Georges. Vous avez un bloc LR, vous avez un bloc insoumis, on ne sait pas à quoi il va ressembler, mais un bloc insoumis qui peut se rapprocher pour partie à la gauche du PS. Et donc, et le bloc FN évidemment, ça va être compliqué pour les LR. Alors, en plus, la règle chez le Macron, ça a été de dire qu'il y a la moitié des investitures qui étaient ouvertes à la société civile. Donc, des gens qui n'ont pas de réseau, qui ne sont pas connus, qui n'ont pas de notoriété. Les législatives, c'est un scrutin de proximité. Je veux dire, c'est compliqué d'arriver en 1 an et demi. Alors, c'est déjà extraordinaire de le faire. Mais en plus d'envoyer comme ça dans des circonscriptions qui sont parfois très compliquées, très ancrées à gauche ou à droite ou chez les communistes, des gens qui sont issus de la société civile, ça va être compliqué. Et en plus... À 50%. 50%. Et en plus, il y a la parité à respecter. Bon courage. Oui, je reste persuadé que la situation s'avère beaucoup plus difficile. Donc le plus dur commence. À mon avis, c'est le troisième tome, on l'avait déjà dit, y compris du côté d'Analysis. Alors, 2 choses. La première, le mouvement En Marche ne peut avoir de députés qu'au détriment de la droite, des LR, ou en grande partie du Parti socialiste. Il y aura en plus quelques députés frontistes. Je pense que ils n'auront pas, comme il le prévoit, 80 députés. Il y aura un groupe. S'ils sont 20, c'est bien. Alors, mais c'est ça, mais il y aura quand même un groupe. C'est à partir de 15. Un groupe Front National. Donc, à l'heure actuelle, on est dans la situation où Emmanuel Macron aura du mal à pouvoir avoir une majorité à lui seul, pour les raisons que Vincent Tacita a expliquées, liées aux éléments de proximité, mais au fait qu'à l'heure actuelle, donc des gens qui ne sont pas connus, et il y a par conséquent d'autres personnes qui sont implantées parce qu'ils sont conseillers départementaux, conseillers régionaux, qu'ils sont actifs sur des municipalités qui sont déjà en campagne, et qui sont déjà en campagne. Donc il sera difficile à des mouvements de se greffer. Mais le plus difficile en fait dans cette affaire-là, c'est que il sera bien obligé à un moment donné à une coalition. Parce que là maintenant... avec qui? Autant avant la Constitution, en tout cas la modification de 2007,
avait fait en sorte, et même au-delà, ça date depuis 2002, où la dynamique du parti devait profiter au président de la République. Autant maintenant, on n'est pas du tout dans ce contexte-là. Oui. Donc, c'est difficile. Surtout, Didier Détouche, et vous y tenez, qu'il y a 4 blocs désormais, vous nous le répétez sans cesse. Ça veut dire quoi? Qu'il y en a un qui va s'effacer pour l'autre? Non, ça veut dire que très concrètement, on est retourné au paysage politique de la 4e République où il y avait plusieurs partis. Mais attention, on n'est pas retourné au paysage institutionnel qui faisait l'ingouvernabilité parce que justement, la Constitution de 58 gaulienne prévoit un président de la République qui est de toute façon arbitre et qui, on l'oublie trop souvent. Et Mitterrand est là pour nous le rappeler de 86 à 88. Il a gagné l'élection de 1988 en étant vraiment totalement isolé au sein d'une cohabitation avec tous les ténors politiques de la droite autour de lui. Il a gagné l'élection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une constitution qui privilégie, quoi qu'il arrive, le président de la République. Et si on a pu avoir un Jacques Chirac qui, quelquefois, était un peu en retrait par rapport à Lionel Jospin, lui aussi, il a bénéficié de la cohabitation avec Lionel Jospin, soit en s'appropriant, soit quand la situation politique l'exigeait, en montrant que le Premier ministre, manifestement, se trompait. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va avoir forcément une cohabitation, ça veut dire qu'il y a deux schémas. Il y a une coalition possible, et ça, c'est une nouveauté qu'il faut installer. Je pense que l'actuel président et son équipe sont capables de le faire. Surtout avec le soutien de Juppé et des modérés de la droite, soit une cohabitation imposée par les Républicains. Je n'y crois pas forcément parce que je pense qu'on aura on n'aura pas de majorité absolue forcément. Non. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut dans cette nouvelle donne politique bien comprendre que l'offre politique, la présence politique n'est plus la même qu'auparavant. Ça veut dire qu'il va y avoir du rodage et qu'il va y avoir pendant un certain temps un chaos et une confusion. Et ça va être tout le rôle du président de la République de montrer qu'il reste la clé de voûte du système. Georges Calix, du choix du Premier ministre, là, ce lundi, va dépendre de son succès aux législatives? Tout à fait. Alors, entre autres, puisque incontestablement, ça va impulser une certaine dynamique. Mais rappelons-nous que le président de la République, et je rejoins Didier, reste très puissant. Mais Mitterrand et Chirac, chaque fois qu'ils ont été en cohabitation, c'est là où ils ont pris le moins de l'ordonnance. Tout simplement parce que l'ordonnance, il doit être habilité, mais qu'elle doit être ratifiée. Et donc, si Emmanuel Macron n'a pas la majorité, il a dit qu'il procédera par ordonnance. Il devra cependant en permanence négocier ces ordonnances pour que la ratification qui doit intervenir après ne soit pas en difficulté, en tout cas mise en difficulté particulière. Daniel Cohn-Bendit, son soutien, disait qu'il renonce déjà à un certain nombre d'ordonnances. Ah ben écoutez, c'est normal. Moi, ce n'est pas surprenant. Ce n'est pas surprenant. Et il doit venir d'où, son Premier ministre? De quel côté? De la droite? Idéalement pour lui, de la droite. Idéalement pour lui, de la droite. Les soutiens de gauche sont presque évidents. Toute la gauche gouvernementale y est partie déjà. Le cas extrême de Valls ce matin est drôle et pitoyable pour lui. Est un l'exemple. C'est un tranché, c'est bien. Je pense que c'est assez éloquent. Je veux dire, Valls annonce ce matin sur RTL qu'il est en marche. 2 minutes après, il y a toute une série de déclarations de marche en disant qu'ils ne sont pas au courant de la candidature. Donc oui, donc il fallait tuer Valls. Valls voulait tuer Macron. Macron tue Valls aujourd'hui, c'est simplement ça. Alors le Premier ministre, oui, il faut qu'il vienne de droite pour déjà donner un gage aux juppéistes qui sont là. Juppé était en finale du concours l'épine de la droite. De la primaire de la droite et du centre. En finale de la finale de la droite et du centre. Les NKM, les Le Maire, les Le Maire, etc. Ce sont des gens qui sont déjà quelque part pro-Macron. Donc, il va faire en sorte de détruire un peu plus le conglomérat de droite. Ça va faire une clarification à droite. Et c'est ça qui peut lui permettre, effectivement, d'avoir un bloc assez important, voire éventuellement... Donc, on va avoir le retour du RPR, de l'UDF? Alors, fini les Républicains? Alors, non, peut-être pas, parce que ce qui va se produire, à mon avis, c'est qu'au fur et à mesure que le temps passe, il aura pour l'instant un gouvernement de transition. Ce sera un simple gouvernement qu'on peut qualifier de technique, d'expédition des affaires. Et son Premier ministre sera technique également? Mais écoutez, non, on ne peut pas le mettre technique, puisque c'est ce Premier ministre, entre guillemets, qui exactement va insuffler la campagne. D'ailleurs, il a bien dit que ça doit être un homme d'expérience. Ou une femme. Ou une femme d'expérience. Enfin, je parle d'homme avec un grand H. Mais pour l'instant, ce qui est certain, c'est qu'il attendra les tendances telles qu'elles se précisent. Et s'il constate que les Républicains risquent d'avoir un socle de telle sorte que lui et les Républicains puissent avoir au moins un modus vivendi,
je pense que très rapidement, le deuxième gouvernement après, celui de transition, sera peut-être plus marqué en fonction de la tendance qu'il a de compromis. Il l'a dit, il a le nom de son Premier ministre en tête, Didier Détouche. Vous croyez vraiment qu'il le sait? Moi, non. Je crois qu'il a changé d'avis. Oui, d'accord. Parce qu'on nous a fait comprendre que c'était une femme et que finalement, bon, ça pourrait être un homme. Oui, mais je pense qu'il est là. Emmanuel Macron est dans une situation où il doit jouer vraiment le bon coup en un seul coup. C'est-à-dire qu'il doit choisir le meilleur candidat pour atteindre de multiples objectifs. Torpiller la droite, se préparer une majorité parlementaire et préparer une majorité parlementaire qui sera sous ses ordres. Ce qui n'est plus le cas dans notre histoire depuis bien longtemps. Politique. Oui, et les frondeurs ont vraiment terminé avec cette notion de majorité de gouvernement. C'est pour ça qu'ils parlent bien de majorité. Les termes sont importants. De majorité présidentielle. Ceux qui La République en marche, c'est le nouveau nom. Voilà, vous pouvez éventuellement avoir une double carte, mais vous avez notre investiture et vous êtes sur notre projet. Ça brouille les cartes. Par contre, je note qu'il y a une résistance des Républicains qui fait qu'il a peut-être changé de personnalité depuis qu'il est élu, de choix de personnalité pour être Premier ministre. Il y a deux cas de figure. Soit il choisit de prendre un Premier ministre qu'il gardera quoi qu'il arrive après le résultat des élections, c'est-à-dire une figure qui correspond à tous les cas de figure, que En Marche soit majoritaire ou pas. Soit il décide de prendre un joker qui lui permettra de torpiller la droite, et ensuite il s'en débarrasse une fois que c'est fait au niveau des législatives. Un Premier ministre symbolique, en fait. Voilà, et il se prend quelqu'un qui correspond plus à ce qu'il veut. En tout cas, pour la mission titanesque qui est la sienne d'un point de vue politique et compte tenu du caractère inédit du contexte, je pense qu'il doit se choisir un Premier ministre qui est à la fois très européen et qui est totalement fidèle, ce qui n'est plus guère monnaie courante, même pour un jeune. Vous avez des noms à nous donner? Il va pas en trouver beaucoup. Difficile. Gérard Collomb aurait très bien pu faire l'affaire, sauf qu'il est pas de droite. Sauf qu'il n'est pas de droite et il reste. Et qu'il n'est pas une femme. Il reste Jean-Louis Borloo. Il reste Jean-Louis Borloo qui est de droite, qui est aimé par tous, qui s'était écarté de la vie politique, mais voilà quelqu'un le charisme. Alors Borloo, l'intelligence, oui, le charisme, mais les politiques. Et Borloo a une très bonne connaissance du jeu politique. Absolument. Après, c'est pas en termes de charisme, peut-être plus en termes d'autorité. Bayrou, par exemple, a une très grosse autorité, mais il a malheureusement des handicaps structurants. Le charisme de Macron est suffisant. Bayrou, Georges Cadix, c'est fini pour lui? Il sera pas Premier ministre? Non. Bayrou, actuellement, si vous voulez, Bayrou a un certain passif. Il faut dire les choses. À la limite, et encore à la limite, oui, je ne suis pas Et les gens de droite sont fâchés avec lui, depuis l'élection avec Hollande. D'une part, on est bien d'accord, il avait à soutenir François Hollande. Donc, à l'heure actuelle, je reste persuadé que Emmanuel Macron, dans un premier temps, nommera un Premier ministre pour conduire la campagne, mais qu'en fonction du rapport de force qui se sera dessiné à l'Assemblée, il va nommer un autre Premier ministre, mais cette fois-ci pour gouverner. Eh ben, écoutez, qui sera fidèle. Et qui sera fidèle. Et ce sera l'occasion d'un nouveau Analysis. Merci à tous les trois d'être venus en plateau. On se retrouve rapidement. D'ici là, d'autres programmes sur l'antenne de TV. Bonne soirée à tous.